on est parti. Voilà. Mais donc, merci déjà d'avoir accepté l'interview. On est super content de vous interviewer pour le Star Club. C'est très chouette. Merci beaucoup. Mais donc, tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu vous présenter votre parcours et votre vie avant l'aventure Maison Pierre Marcolini? Alors, je m'appelle effectivement Pierre Marcolini, j'ai 56 ans, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Bonne année. Euh, j'ai, je suis papa de 2 enfants, marié, installé je suis né en Belgique, j'ai demandé la naturalisation quand j'avais 22 ans, donc j'étais d'origine italienne, je suis d'origine italienne du côté de Vélone, donc Roméo et Juliette. Mhm. Et, et à 22 ans, j'ai fait le pas en me disant que comme j'étais né en Belgique et que je comptais faire ma carrière en Belgique, et tant au niveau professionnel que privé, j'ai décidé de passer ce pas et donc je suis devenu belge à l'âge de 22 ans. Mhm. J'ai commencé ma carrière en tant que chocolatier assez tôt, d'abord parce que la passion est arrivée d'une façon assez rapide. Je vais vous expliquer un phénomène qui est celui des échanges. Quand à un moment donné, à 9 ans, vous découvrez que vous échangez vos jouets pour des desserts, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. C'est soit d'aller voir un psy, ou bien soit d'en faire effectivement une passion, et c'est devenu, d'en faire une profession, et c'est devenu une passion. Donc, c'est ce qui s'est passé à l'âge de 9 ans. À 14 ans, je suis arrivé au CERIA, qui est une école qui se trouve du côté d'Anderlecht, en me disant que j'allais m'y sentir bien. J'ai déposé mes bagages en me disant qu'effectivement, les odeurs, les ateliers, le contact avec la matière ont fait effectivement que je me suis révélé. Et là, ça a été la grande, grande révélation dans le domaine de la création, dans le domaine de la production, dans le domaine du chocolat. Donc, c'est cette matière qui est absolument incroyable. Et j'ai des profs qui étaient derrière moi et qui m'ont poussé. Et donc, de 14 à 16 ans, un peu le premier de classe de service qui avait soif de faire beaucoup de choses, plus que l'on en demandait. Mhm. Encore un petit exemple, je me souviens d'un cours de chocolaterie où on allait apprendre à manipuler du chocolat avec des systèmes de plaques. On étalait le chocolat et on pouvait montrer que on pouvait travailler le chocolat, qu'on pouvait le construire, qu'on pouvait faire une architecture avec du chocolat. Et l'architecture était très simple, c'était de faire une boîte carrée avec un couvercle, ce qu'on appelle dans le jargon du métier une bonbonnière. J'ai trouvé ça tellement ridicule que j'ai fait des dessins toute la nuit et le lendemain, je suis arrivé, j'ai fait un kiosque en chocolat Ah oui. de 14 ans, ce qui fait que le prof était totalement hystérique et qui m'a dit: «Mais monsieur Marcolini, je vous ai demandé une boîte et vous me faites un kiosque». À la fois furieux parce que je n'ai pas exécuté ce qu'il m'a demandé, mais ravi et séduit, puisqu'il a pris le kiosque, il a fait le tour de tous les ateliers de chocolaterie en disant: «Il y a un gamin de 14 ans qui a fait ça». Et, et ça m'a voilà, ça m'a suivi. J'ai toujours eu cette soif de faire plus que ce qu'on m'en demandait et d'aller plus loin dans le domaine de mon métier. Ça m'a amené à fréquenter les grandes maisons bruxelloises et belges. Donc d'abord, j'ai travaillé dans la maison Mailleux, place du Mont, Mhm. qui était en pleine expansion. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir comme ça, où vous avez une espèce de ruche de talents, de savoir-faire, de gens qui sont en compétition, mais une compétition saine, en se disant, allez, aujourd'hui, je vais soigner le produit, je vais faire en sorte que je vais faire un produit magnifique, etc. Et un patron, évidemment, qui était aux anges. C'était la belle époque. Puis après ça, je suis allé chez Huitamer pendant 2 ans et demi, où à l'âge de 21 ans, j'étais responsable en décoration. Donc, je faisais tout ce qui était pièces de mariage, donc tout ce qui était faste et autres. J'ai fait ça chez Huitamer. Puis j'ai fait des stages en France, où là, j'ai travaillé chez Fauchon, avec un monsieur qui est devenu un personnage aujourd'hui important de la pâtisserie, qui est Pierre Hermé, qui est devenu un ami entre-temps. Donc, je l'ai connu quand ouais, j'avais 26, 27 ans. Donc, vous voyez, ça date pas. Et, et puis j'ai fait, comme je disais, je fais beaucoup de concours et des concours qui me permettaient effectivement, pour moi, le concours, c'était l'occasion de découvrir d'autres gens qui étaient passionnés par le métier. Alors aujourd'hui, on peut regarder ça avec un côté très interrogatif, oui, très interrogatif, en se disant, mais
on peut communiquer aujourd'hui avec des gens qui sont dans le même domaine, etc. C'est ce qu'on fait maintenant. Ouais. Mais quand vous regardez dans les années 80 ou au début des années 90, l'Internet n'existait pas à ce niveau-là. Et donc, la seule manière d'avoir la richesse et la communication vis-à-vis de votre métier, c'était de faire des concours, ou en tout cas de les rencontrer à ce moment-là, et de tisser des liens. D'ailleurs, comme les livres de pâtisserie, aujourd'hui, quand vous regardez dans une librairie, prenons Filigrane par exemple, vous en discutez avec Marc, il vous dira le livre de cuisine aujourd'hui a pris une place prépondérante dans les librairies, ce qui n'était pas le cas auparavant. Moi, je suis encore un enfant d'apprentissage où on volait les recettes au chef. Quand le chef avait le dos tourné, quand il partait, hop, on prenait son carnet de recettes qui était écrit à la main. Il fallait s'appeler presque Champollion pour découvrir ce qu'il avait écrit parce que c'était très difficile à lire. Et on allait à la librairie du coin qui avait une photocopieuse qui coûtait une fortune. Et on prenait et on photographiait, ou on photocopiait, pardon, page par page, et d'ailleurs des situations un peu ubuesques. Et, et on photocopiait le livre de recettes et on se l'échangeait. Il y avait du troc, il y avait du deal, il y avait de la contrebande de la recette. Mais ce qui était dingue, c'est qu'on n'a pas compris qu'en fin de compte, c'est pas la recette qui détermine un chocolatier ou un pâtissier, c'est le pâtissier qui détermine la recette. Ouais. Et heureusement d'ailleurs, parce que tout le monde s'appellerait Ducasse, tout le monde s'appellerait Marcolini ou ailleurs. Et donc ici, l'idée, évidemment, c'est ça, on n'avait pas compris, mais en apprentissage, on a besoin d'une base. Et aujourd'hui, si vous voulez une recette, vous allez sur Internet, vous dites, tiens, je vais goûter ce chocolat, et vous avez 10 000 recettes, quoi, vous avez le choix. Et donc, tout cet apprentissage-là, c'était vraiment fait sous le couvert, sous le manteau. Et donc, pas mal de concours. Et quand j'avais 30 ans, donc en 1995, j'ai gagné la Coupe du Monde de pâtisserie qui représentait la Belgique. Je pense que c'est la première fois que la Belgique le gagnait. Et pour l'instant, elle n'a pas gagné plus. C'est la seule fois. Avec toute une équipe, il y avait Rick Debar et Günther Van Essen. On était là. Et de nouveau, une Belgique modeste, pas conquérante, pas sûre d'elle. On était dans un box, ce sont des box donc il faut s'imaginer, hein, vous avez 3000 personnes, vous avez le monde entier de la pâtisserie qui est devant vous, vous avez les meilleurs de France. C'était où ça? À Lyon. À Lyon. Et tous les 2 ans, c'est comme ça. Et de nouveau, il y a un talent, il y a un savoir-faire, oui, il y a une tradition de pâtisserie et de chocolat en Belgique qui est forte. Et maintenant, elle n'est plus aussi forte qu'avant, mais en tout cas, à l'époque, quand je l'ai fait. Et donc, on avait des jeunes bourrés de talent et on a commencé à faire notre travail. Et là, il fallait voir tous les membres du jury se déplacer au fur et à mesure, puisque c'est ce qu'on appelle un concours à table. Donc, vous exécutez, vous avez 8 heures, bam. C'est comme quand vous faites une prestation du concours Anne-Elisabeth. Hein, vous avez le public qui est devant vous, les caméras, et on vous observe et on regarde. Et là, on voit tous les meilleurs ouvriers de France, tous les jurys qui commencent à regarder en disant, tiens, il y a un truc incroyable, il faut aller voir les Belges, ils sont occupés à faire un superbe boulot. Et là, vous sentez, vous voyez qu'il y a une alchimie qui se met en place, etc. Et on avait créé des pièces montées absolument inimaginables. Et en 95, donc ça a été la consécration. Et ça a été une consécration à double sens, parce que je me suis installé en 1995 dans 30 mètres carrés. Et quand je me suis installé, personne ne me connaissait. En tout cas, pas dans le domaine, dans le public. Par contre, dans la profession, énormément. J'avais déjà fait beaucoup de bruit, un peu, allez, on va dire le mot un peu grande gueule quand même, hein, déjà. Et donc, en tout cas, je savais ce que je voulais. Donc, et puis en 95, le public a commencé à me découvrir, à découvrir quelle était la manière dont je voulais faire du chocolat. Voilà, il y a vraiment été, ça a été vraiment la toute grande révélation. C'est le démarrage de 95, les 30 mètres carrés. Et c'est surtout. C'était où ça, la première? À Crenem. Je me suis installé à Crenem, du côté d'une rue qui s'appelle la rue Saint-Pancras, Saint-Pancras. Et quand je me suis installé dans ces 30 mètres carrés, voilà, ça a été un coup de pied au derrière de ma première épouse qui m'a dit, il faut que tu t'installes, tu as du talent, tu ne crois pas assez en toi, vas-y, lance-toi. Et il faut toujours une femme pour vous botter le derrière. Et c'est ce qu'elle a fait. Ou c'est la maman, ou bien c'est votre femme. Et ici, c'était plutôt mon épouse à l'époque. Et elle a bien fait de le faire. Et c'est pour ça que Marcolini existe aujourd'hui. Et donc j'arrive à ma deuxième question du coup. Est-ce que vous avez toujours voulu être entrepreneur? Donc, est-ce que vous êtes un entrepreneur dans l'âme, ou alors est-ce que c'est venu par la suite, petit à petit, suite à votre parcours? Alors,
entendons-nous, dans la question, il y a d'un côté l'âme et la sensibilité d'être entrepreneur, mais surtout d'être son propre patron, donc pas d'ordre à recevoir et pouvoir créer ça totalement. La deuxième chose dans la question, on pourrait la diviser, c'est de dire est-ce qu'il y avait ce qu'on appellerait un plan. Vous savez, aujourd'hui, on fait des business plans, on fait des stratégies, etc., etc. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, ça a été totalement à l'instinct. On ouvre la porte, on a une conviction profonde. Vous savez, ce qu'on appelle, en entrepreneur, il a ce qu'on appelle des tripes, les émotions. On a toujours tendance à croire que c'est dans la tête que ça se passe, mais ça se passe dans le ventre. C'est pour ça qu'on dit qu'on a mal au ventre, qu'on a une boule au ventre, etc. Et moi, c'était ça. J'ai ouvert la porte dans mes 30 mètres carrés en me disant, j'y crois, je pense que je vais faire on va faire un chouette parcours, mais sans aucune idée, perspective de ce qui allait arriver. Rien du tout. En disant simplement cette conviction profonde de faire les choses correctement et en fonction de ma sensibilité. Donc moi, si vous voulez, ce qui a été étonnant dans tout ça, si on veut parler du succès, je reste toujours très prudent par rapport à ça parce que ça monte et ça descend le succès, donc il faut faire attention. Mais ce qui a été la vraie révélation de succès de la maison Marcolini, ça a été le fait de faire d'abord des chocolats en fonction de ma sensibilité, pas en fonction des critères généraux du chocolat belge, qui sont des grosses pralines qui font 15-20 grammes, etc. Donc ça, c'est une première chose. Donc j'ai fait des choses en fonction de mes convictions. Et la deuxième chose, effectivement, j'ai commencé à me dire que je voulais faire des chocolats qui soient plus petits, plus amers, etc. Et en suivant ça. Et donc, ça a été vraiment mon fil conducteur, c'est un produit de qualité et de dire, tiens, je vais faire des chocolats qui me ressemblent, c'est-à-dire effectivement des chocolats un peu plus petits, le fait de pouvoir voyager, d'en prendre 2, 3 sans être écœuré, etc. Et ça a été très, très vite le succès au rendez-vous. Mais au fond de tout ça, c'est de faire les choses avec conviction, ça c'est certain. Oui, donc c'est vraiment la clé, ouais, comme vous dites, Ouais. faire avec conviction. Ouais. Et alors, donc, en tant qu'entrepreneur, on peut le dire quand même à succès, j'imagine que vous avez une vie bien débordante qui va vite. Et donc, je me demandais à quoi ressemble votre quotidien en tant qu'entrepreneur. Alors, j'écoutais un philosophe entre l'ennui entre effectivement l'ennui et le plaisir, ou entre l'ennui effectivement et la satisfaction. Et donc, il y a toujours cette balance entre les deux. Quand vous êtes satisfait, vous vous ennuyez un peu, et quand vous vous êtes ennuyé, vous cherchez à satisfaire les choses. Donc, la vie d'entrepreneur, et en tout cas la mienne, elle est régie par d'abord une conviction profonde, et la deuxième chose, une passion. Donc, je n'ai pas le sentiment, alors évidemment, il y a des moments durs, hein, je n'ai pas le sentiment quand même que ça m'ennuie, que ça m'exaspère, que je suis arrivé au bout. Bien au contraire, si on me donnait une seconde vie, je pense que je pourrais encore faire d'autres choses encore plus fortes. Mais pour être, voilà, moi ça commence à 6 heures du matin parce que je suis à lève tôt, parce que dans ma profession, c'est toujours levé très tôt et ça a été pour moi quelque chose qui est mon biorhythme et ça, c'est là. Ce qui exaspère évidemment mes collaborateurs et mes collaboratrices, puisque quand vous arrivez et que vous êtes au bureau entre 6h30 et 7h, et que les gens arrivent à 9h, mais qui n'ont même pas encore eu le temps de prendre une tasse de café, voire 9h30, et vous avez déjà quasiment un quart de la journée qui est là. Et donc, vous êtes déjà dans cette énergie, vous êtes occupé à vous travailler. Et donc, les gens n'ont même pas le temps de prendre un café. Vous avez une espèce de tornade qui débarque, qui fait bon, alors le dossier un tel, ça c'est bon, etc. Et les gens vous regardent en disant mais qu'est-ce qu'il a encore bu ou qu'est-ce qu'il a encore mangé. Donc, ça, c'est une chose. Alors, 2 secondes, parce que sinon, on va avoir un problème de batterie. Est-ce que si je change l'axe, ça va être dérangeant pour la caméra, hein, c'est ça? Il vaut mieux rester en vertical, mais après. Alors, je vais essayer de voir comment je peux faire pour me brancher au bout. Sinon, peut-être décaler un petit peu. Je vais essayer de voir si je peux faire comme ça. 2 secondes. Hein. Comme quoi, vous voyez, la technique, c'est pas toujours ça. Les aléas du live. Oui, vous savez, il y a du live. Et on est en live, là? Non, enfin, semi-live, on va dire. J'enregistre, quoi. Alors, attendez. Si je fais ça, ça va pas le faire. Hein. Non, mais oui, non, ça va pas le faire. Ah si, comme ça, c'est bon. Ça fonctionne. Parfait. Oui?
Ça Ah s'arrête. ben ça va. Alors, on est sauvé, on continue. On est sauvé. Voilà. Est-ce qu'on m'entend toujours? Ouais, voilà, Voilà, c'est c'était la trouvé. sélection. Et donc, ma journée, elle commence très tôt. Et puis, je travaille beaucoup dans la partie recherche et développement, Mhm. et moins dans la partie opérationnelle. Et puis, effectivement, maintenant, l'après-midi est consacré essentiellement sur que ce soit les rendez-vous business ou les interviews. C'est plutôt l'après-midi et en soirée, effectivement, des rendez-vous peut-être un peu plus formels ou informels. Ça, c'est plutôt la journée. Euh, Si je regarde à l'année, je travaille beaucoup, comme je vous le disais, sur la partie recherche et développement, et je vais aussi surtout à la rencontre. Au niveau, la grande force de la maison Marcolini, c'est une vision que j'ai eue il y a 20 ans, en disant je veux faire mon chocolat à partir de la fève de cacao. Ça a été le déclencheur, ça a été de me dire, pour que les gens comprennent, dans le monde du chocolat, il y a les planteurs de cacao qui vendent leurs fèves de cacao à des grands groupes qu'on connaît, Barry Callebaut, Valrhona, Belgolade, etc. Et que ce soit des industriels ou que ce soit des artisans, ils achètent des couvertures de chocolat. Et puis, ils vont transformer cette couverture de chocolat, ils vont la fondre, ils vont la travailler. Mais fondamentalement, quand vous regardez la définition du dictionnaire, un chocolatier, c'est celui qui fabrique son chocolat. Donc, c'est un sacré pavé dans la mare. C'est dire, fabriquer son chocolat, c'est torréfier les fèves, les choisir, les concher, les broyer et faire cette matière extraordinaire qui après peut servir pour des pâtissiers, pour des restaurateurs, pour des boulangers. Et on peut faire des tablettes, des ganaches, etc. et des bonbons de chocolat et des pralines. Euh, Moi, en 95, quand je suis arrivé dans le paysage du chocolat, et ce que j'avais appris à l'école, c'était effectivement la deuxième vague, c'est-à-dire effectivement travailler le chocolat, mais sans vraiment le fabriquer. Et je me suis dit, il y a un manque crucial par rapport à ça. Et puis, quelle est votre différence? Comment vous allez créer votre différence vis-à-vis des autres? À partir du moment où tout le monde a le même sachet, même si vous pouvez mettre une variable de recette, etc., mais les torréfactions sont les mêmes, les origines des fèves sont les mêmes, etc. Et je dis, c'est quand même un peu pauvre. C'est comme si vous découvriez, par exemple, dans le monde du vin, Mhm. que vous avez 20 bouteilles différentes, mais qu'en fin de compte, elles viennent tous de la même coopérative. Ouais. Ça n'a C'est pas un peu beaucoup de sens. rédhibitoire. Ça n'a Mhm. pas beaucoup de sens. Et je me suis dit, pour créer de la valeur ajoutée, pour créer son origine, pour créer sa personnalité, pour créer sa signature, il faut partir en amont du produit. Et c'est pour ça, effectivement, que je voyage énormément, puisque jusque 2018, je faisais plus de 150 000 km par an. Ouais. Donc, on a quand même des plantations du côté de l'Amérique du Sud, des plantations où on travaille en direct, des plantations de l'Amérique du Sud, des plantations en Afrique, du côté du Cameroun, à Madagascar, au Vietnam, etc. Donc, ça permet de voyager et d'aller à la rencontre des gens et de discuter avec eux, de comprendre quelles sont leurs problématiques, d'être effectivement dans cet élément de sustainability et de dire voilà ce que je veux comme type de fève, mais de payer correctement aussi les gens. Donc ça a été la grande révélation en 2000 de dire je veux partir à partir de la fève de cacao. Et ça occupe aussi une grosse partie de mon temps. Mhm. Maintenant, voilà, ça c'est un peu ma journée type. Avec aujourd'hui, c'est l'idéal parce que vous êtes arrivé à une taille critique. Vous êtes arrivé à une taille qui permet effectivement de vous dire on peut capter des gens qui ont du talent, des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de se dire mais tiens, j'ai envie de participer à une histoire collective. L'histoire entrepreneuriale entre ce que je vous ai dit en 95 et maintenant, elle est construite. On sait où on va, alors qu'en 95, on a subi le succès sans trop vraiment savoir pourquoi. Et puis, on a commencé tout doucement à apprendre à marcher, un petit peu comme un enfant. Et en 2005, 2008, il y a eu des grands faits d'armes. Donc, on a commencé à comprendre qui on était, pourquoi. On s'est posé des questions en se disant, mais qu'est-ce qu'on veut devenir aussi? Et vous savez, dans le monde entrepreneurial, les Américains ont inventé un mot qui s'appelle, enfin, ils n'ont pas inventé, ils vous disent, euh, dans l'entreprise, il faut ce qu'on appelle le why. Mhm. Pourquoi vous existez? Pourquoi l'entreprise doit exister? Et donc, je me suis posé cette question en me disant, c'est quoi le why de Pierre Marcolini? Et je me suis dit, mais au fond, on doit être la Madeleine de Proust des gens. Mhm. Moi, j'ai envie d'être la Madeleine de Proust des nouvelles générations. Ça, c'est ma vocation. Si Marcolini n'existait pas, il n'y aurait peut-être pas cette Madeleine de Proust. On répond donc à la fameuse question, pourquoi vous existez? Et si on peut amener, puisque il faut savoir que la mémoire du goût, c'est celle que vous gardez le plus longtemps dans votre vie. Donc, c'est magnifique comme cadeau. Donc, c'est à partir de ce moment-là, être dans la mémoire du goût des gens,
être cette Madeleine de Proust en se disant, mais attends, moi, comme moi je l'ai été quand Madeleine de Proust, mon chocolat de référence à l'époque, ça a un peu changé depuis, mais c'est Côte d'Or. À Côte d'Or, quand j'étais gamin, on pouvait visiter, on goûtait, on avait ce chocotoff en bouche qui vous collait dans les dents, etc., mais qui vous donne cette Madeleine de Proust et qui garde ça. Et je pense que notre métier, c'est, en tout cas la vocation de la Maison Marcolini, c'est ça, c'est d'être la Madeleine de Proust pour les futures générations. Et j'espère que je serai un jour pour vous. Ah, vous l'êtes Voilà, déjà, voilà, je suis voilà. une grande Voilà, fan. mais c'est vraiment notre job aujourd'hui. Et c'est vrai qu'effectivement, entre il y a 25 ans et maintenant, on sait où on veut aller, de quelle manière. C'est d'être une marque avec un rayonnement international, avec des racines belges, et d'amener le maximum le maximum de monde dans ce projet en se disant est-ce qu'on peut vraiment être cette marque avec des valeurs, évidemment. C'est pas un luxe ostentatoire où on met de durée partout. C'est vraiment de dire quelles sont les convictions, quel est l'ADN, quelles sont les valeurs qui sont dans l'entreprise, qui sont le savoir-faire, qui est l'authenticité, qui est cette transparence-là. Euh, Ça, c'est un peu plus construit qu'auparavant. Et comment est-ce que vous avez vécu l'évolution en fait de la maison de Pierre Marcolini? Parce que j'imagine qu'au début, vous étiez vraiment fort dans l'opérationnel, c'était vraiment vous qui fabriquiez. Et puis petit à petit, ça a évolué. Et donc maintenant, comme vous dites, vous êtes plus Alors, enfin, c'est assez non. drôle et c'est étonnant parce que je n'ai jamais fait autant ce que je voulais faire, c'est-à-dire mon métier. Mhm. Alors qu'on pourrait croire l'inverse, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il est encore là, est-ce qu'il est en il a Oui. encore la main à la pâte, etc., etc. Et c'est ça qui est dingue, c'est que les gens ne comprennent pas, pardon, que quand, 2 secondes, je vais prendre, que quand vous faites, allô, Oui, ouais. je te remercie. Quand je me suis installé, j'ai fait évidemment mes chocolats. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand vous grandissez un tout petit peu, tout le monde fait ça. Vous pouvez demander à n'importe qui en tant qu'entrepreneur, vous allez commencer à vous occuper d'autre chose. C'est-à-dire un peu de comptabilité, un Ouais. peu de ressources humaines, un peu de transport, un peu de logistique. À la limite, vous le faites vous-même. Et donc, vous écartez complètement de votre métier. Et ce qui est fou, c'est qu'au fur et à mesure que vous grandissez, vous vous écartez de votre métier. Et quand vous arrivez à une taille, comme je vous disais, aujourd'hui, le groupe va faire une vingtaine de millions en Europe, et si je compte la partie asiatique, c'est un groupe qui fait 50. Euh, à partir du moment où effectivement, euh, à partir du moment où effectivement je, je commence à avoir du talent et je commence à avoir des gens qui ont, pardon, excusez-moi, mais quand je commence à avoir des gens qui viennent et qui ont du talent et qui savent faire mieux que moi, que ce soit la comptabilité, moi je veux bien, je comprends ce que c'est qu'un bilan, mais fondamentalement, ma valeur ajoutée, elle n'est pas là. Elle n'est pas Mhm. dans les ressources humaines et dans la partie opérationnelle, pour la partie développement des boutiques et ce que c'est qu'aujourd'hui une boutique. J'ai mon avis, bien sûr, et je le donne, mais je pense qu'il y a des gens qui savent exécuter ça convenablement et qui ont cette envie de le faire. Et moi, de revenir plus vers mon métier de À la base, source. Ouais. c'est-à-dire la création. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vis des moments qui sont extraordinaires, c'est qu'aujourd'hui, je ne fais que de la créa. Je ne fais Mhm. que de la création avec cette phrase extraordinaire qui est la suivante, c'est les rêves de Pierre, c'est déjà le début de nos cauchemars. Donc, vous imaginez à quel point je suis tyrannique, quoi. Je rentre en disant, les gars, j'ai réfléchi, on va travailler chocolat et thé. Alors, du matcha, du sencha, comment est-ce qu'on peut faire? Et puis, alors, le lendemain, je dis, vous oubliez tout, j'ai une meilleure idée, on va faire du poivre. Les types deviennent dingues, hein. Il me regarde, il me dit, c'est pas possible, quoi. Il a 10 idées à l'heure, quoi. On va se calmer. Et donc, ça, j'ai appris à temporiser les choses parce qu'effectivement, en termes opérationnels, d'abord c'est un désastre au niveau financier. Et donc, on s'est calmé, on s'est dit, on va lui créer un espace de liberté, c'est quelqu'un de création. C'est quoi? On a la collection permanente. Mhm. Pierre, il n'y touche pas, ou très très peu. Et puis alors, après ça, il y a la collection éphémère, qui sont les grandes collections, la Noël, Pâques, mais aussi la collection d'été, la collection d'automne, où là, on y va. Et je pense que c'est bien d'avoir des racines, comme dans un restaurant, vous savez, vous avez toujours les grandes plats signatures. Et puis à côté de ça, il y a cet espace qui permet effectivement de montrer la créativité d'une maison. Mhm. Très bien, ça répond bien. Donc, fortement occupé pour l'instant, regardez mes cernes. Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. C'est la Si vous deviez, je ne sais pas, au niveau timing, est-ce que vous êtes... J'ai une batterie qui est faible et qui va me lâcher.
Ok, bon alors j'accélère. Bon, ça c'est une question que je veux vraiment poser. Si vous deviez donner 3 conseils à un jeune qui souhaite se lancer, qu'est-ce que vous diriez? Alors, 3 conseils. Euh, j'ai toujours peur, évidemment, des conseils. Hein. Moi, j'aime bien cette phrase qui est l'expérience est comme une bougie et n'éclaire que celui qui la porte. Et il faut faire sa propre expérience. J'ai envie de dire qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, qu'il faut jamais rien regretter, qu'il faut se dire, OK, si on a une idée, il faut aller jusqu'au bout. Parce que la pire des choses, c'est quand on arrive à un âge où ça a l'air d'être vraiment des propos de vieux cons. Mais c'est vrai que fondamentalement, on arrive à un âge où on se dit, j'aurais dû le faire. Et la deuxième chose, c'est que j'ai envie de dire aux jeunes qui se lancent, avant de vous lancer, essayez de voyager un maximum, essayez de découvrir ce qui se passe à travers la planète. La planète est devenue un village, alors évidemment avant Covid, et j'espère qu'après elle pourra encore l'être, mais de voir comment ça se passe, de quelle manière. Les gens se débrouillent, comment ça se passe en Chine, comment ça se passe en Asie. Moi qui voyage beaucoup, quand je reviens en Europe, j'ai quand même l'impression qu'on devient de plus en plus un musée. Par rapport aux techniques, par rapport à l'évolution. Donc, c'est de voyager, d'aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté pour être armé en tout cas. Et puis, la troisième chose, moi, la chance que j'ai eue, sinon je ne serais pas devenu une maison comme maintenant, je n'aurais pas grandi, j'aurais fait beaucoup de conneries, c'est d'avoir des amis qui sont mais d'une bienveillance et qui sont capables de vous aider. Je pense que pour moi, j'ai toujours regardé et à la fois les conseils des amis, avec cette bienveillance-là. Vous savez, la pire des choses pour un ami, c'est de vous dire non ou de vous donner un conseil qui est négatif. Mais si vous faites un peu d'empathie et que vous vous dites, si vraiment c'est un ami, quel courage il lui a fallu de dire les choses qui sont à l'inverse de ce que vous pensez. C'est compliqué. Hein, quand vous êtes, c'est tellement plus facile pour des copains de dire t'as tellement raison, vas-y, fonce. Mais quand vous avez des copains qui se disent écoute, on est désolé, Pierre, mais on pense que tu vas faire une connerie et que je suis pas sûr que ce soit ça qu'il faut se faire. Il faut se dire, il faut du courage pour dire ça à quelqu'un d'autre. Et avoir cette écoute-là, avoir cette bienveillance-là, comprendre ce que c'est qu'un chouette conseil d'administration avec des forces et des faiblesses et de se dire que de temps en temps, cette espèce d'antichambre vous permet quand même d'être connecté. Alors, s'il y a des rapports de force actionnaires, ça c'est un peu plus compliqué, mais s'il y a effectivement ces conseils d'administration qui sont les conseils de démarrage et qui vous donnent des options et qui vous sortent un peu la tête du guidon, il faut les écouter. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à les prendre telles quelles. Donc, conviction, aller jusqu'au bout, rien regretter, voyager et peut-être à l'écoute de ceux qui vous sont proches. Des beaux conseils. Et alors, peut-être une dernière question pour clôturer. La vision, donc, la maison Pierre Marcolini dans 5 ans. Ben, j'espère, en tout cas, parce que c'est le cas de le dire quand on voit ce qui se passe, j'espère qu'elle sera encore là, qu'elle procurera encore plus de plaisir aux gens et qu'elle deviendra un peu plus la Madame de Proust pour un peu plus grand nombre. On a quelques projets qui sont dans les tubes, là, entre autres une école. Moi, j'ai envie, vous savez, quand on parle de luxe, derrière, il y a des artisans. Et le deuxième mot qui doit suivre derrière l'artisanat, eh bien, c'est la transmission, c'est de transmettre les choses. Il y a un savoir-faire dans cette maison qui est absolument extraordinaire. On a 80 artisans et j'ai envie de laisser cette trace-là, que les gens continuent, que après que moi je sois parti en tant que fondateur, eh bien, il y a encore cette âme qui vive. Une des choses qu'a réussi à des grands groupes du monde de la distribution, c'est Walmart. C'est vraiment, M. Walmart avait laissé ce qu'on appelle une philosophie et des valeurs d'entreprise. Alors on les aime ou on les aime pas. Le propos n'est même pas là, c'est de dire à un moment donné, un fondateur, ce qu'il doit laisser, c'est ça, c'est ses valeurs d'entreprise et en même temps un savoir-faire. Et donc moi, dans les 5 ans, c'est ce que j'ai envie de laisser. C'est pas pour ça que je suis parti, mais et de grandir encore un peu plus, mais grandir d'une façon mesurée. Eh bien, c'était un beau mot de la fin. Je tenais encore à vous remercier d'avoir accepté pour Et moi, avec plaisir, et en tout cas, je souhaite bonne chance à tous les entrepreneurs. Ben, Et voilà, c'est tout ce que je leur dis. C'est pas facile, c'est pas simple en Belgique, mais on peut s'accrocher. C'est un pays qui est, pour vivre en tout cas, entrepreneurialement, c'est compliqué, mais par contre, pour vivre, la qualité de vie est absolument là. Donc, parfois, il faut faire un mélange des deux. Tout à fait. Mais merci beaucoup en tout cas et à très bientôt et bon courage aussi pour la suite pour vous. Merci beaucoup à vous et puis belles vacances. Merci, vous aussi. Au revoir. Ciao.